bienvenue dans un nouveau vlog et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver et de commencer ce vlog en un jour férié, qui plus est un jour en plein milieu de la semaine, donc ça c'est trop cool. Voilà, on est aujourd'hui mercredi 1er mai et je vous retrouve en tenue du dimanche. Voilà, pas très forcément apprêtée, mais bon, vous avez l'habitude, on est sur un format un petit peu cosy, etc. J'ai beaucoup de livres à vous parler, j'ai pas mal de choses voilà, à vous dire, etc. Donc on va commencer de suite. Je me suis préparé en plus un petit plateau avec ma tisane, mes petits gâteaux, enfin franchement j'adore ce temps, il pleut dehors. Ça fait énormément du bien en plus de couper comme ça la semaine. Voilà, que demander de plus? Le mois de mai à chaque fois c'est toujours, je trouve, un mois hyper chouette parce qu'il y a les ponts forcément. Bref, je vais d'abord vous parler de mes réceptions, vous ouvrir en fait les colis que j'ai reçus dans ma boîte aux lettres ces derniers jours. J'ai également deux autres colis qui sont pas chez moi, qui sont arrivés à un autre endroit, donc je vous les présenterai aussi dans ce vlog, etc. Mais c'est des réceptions que j'attendais avec tellement d'impatience. C'est des colis des éditions Charleston, parce que voilà, avec le déménagement et tout, j'ai mis une autre adresse, et donc ils sont arrivés à l'ancienne adresse. D'abord, j'ai reçu un colis des éditions Archipoche, donc des éditions de l'archipel, et je sais ce que c'est en fait. Hop. Parce que c'était une proposition de la part de Mylène, qui donc s'occupe un petit peu de nous, hein, les partenaires, aux éditions de l'archipel. Je suis très contente. Et voilà. Il s'agit du coup de Tamara McKinley, la dernière valse de Mathilda. Ça me fait extrêmement rire parce que voilà, vous connaissez du coup mon amie Mathilda, que vous avez pu voir dans le précédent vlog. Et en fait, cette autrice est une autrice quand même à succès, qui fait un petit peu aussi la réussite des éditions de l'archipel. Et du coup, Mylène nous a proposé de la lire en lecture commune, de lire ce roman en fait en lecture commune. Et comme je ne connais pas du tout sa plume, j'ai vraiment hâte de la découvrir. On est là clairement sur un roman historique un peu à la saga familiale en Australie, donc ça me tente beaucoup. Voilà, une saga australienne devenue best-seller international, ça me tente vraiment énormément. Dans la chaleur étouffante du bush australien, Mathilda, 13 ans, fait ses adieux à sa mère. Quelques voisins sont rassemblés autour de la tombe pour rendre un dernier hommage à cette femme courageuse. Un peu à l'écart, le père de Mathilda n'a qu'une hâte, que tout cela se termine afin qu'il puisse vendre le domaine de Shuringa. Mathilda, elle, comprend que les choses ne seront jamais plus comme avant. 50 ans plus tard, Jenny découvre le journal intime de Mathilda. À mesure que progresse sa lecture, l'angoisse l'assaille. A-t-elle bien fait de venir s'installer à Shuringa? Par son atmosphère envoûtante, la force de ses héroïnes, cette saga australienne s'inscrit dans la lignée des chefs-d'œuvre de Colin McCullough. Alors je ne connais pas, mais voilà, je pense qu'au niveau du pitch, clairement, une saga historique comme ça, familiale, ça me tente beaucoup. Ça se passe en Australie en plus, donc ça c'est très chouette. Et il est assez épais, il fait quand même 567 pages. Donc voilà, il me tarde en tout cas de découvrir cette plume qui apparemment voilà, est très connue. Donc merci beaucoup aux éditions de l'Archipel pour l'envoi de ce roman, et particulièrement à Mylène aussi pour l'organisation de cette lecture commune. On n'a pas encore calé de date, mais voilà, ça ne saurait tarder. Ensuite, autre réception, et là je suis vraiment très contente aussi, ce sont les éditions Fayard qui m'ont contactée il y a... je sais quand, il y a une semaine, un truc comme ça, un peu plus d'une semaine, pour savoir si je voulais recevoir ce roman. Donc j'ai accepté avec grand plaisir parce que j'avais adoré en fait le précédent roman de l'autrice. C'est bien emballé. Franchement là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Et donc il s'agit du nouveau roman, il est vraiment très très beau, de Holly Ringland, donc Les 7 secrets d'Esther Walding, aux éditions Fayard. Franchement très contente de cette réception, j'ai hâte de le découvrir. Comme je vous disais, j'ai adoré le précédent roman de l'autrice qui est dans ma bibliothèque, donc je vais vous le chercher parce que je crois qu'il est là. Il est ici, donc j'ai adoré Les Fleurs Sauvages. C'est d'ailleurs suite à mon post que la maison d'édition m'a contactée. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé cette lecture parce que je l'avais trouvée, il y avait au
niveau de la plume, il y avait une sorte de nostalgie qui se dégageait, que je trouvais vraiment très intéressante. En plus de ça, on est un peu sur une ambiance à la nature writing, là où chantent les écrevisses. C'est un peu le même style, même si bon, c'est pas, les histoires sont complètement différentes, hein, on s'entend. Mais c'est un peu pareil. Et du coup, j'étais vraiment ravie, en tout cas, que la maison d'édition me propose son nouveau roman. Et donc là, au niveau de l'histoire, c'est légèrement différent, mais déjà la couve, franchement, trop belle, trop contente. Alors, la dernière fois Cora Wilding a été aperçue, elle marchait sur la grève face à la mer. Elle est partie pour ne plus revenir, laissant derrière elle un cri strident et mystérieux. Un an plus tard, sa petite sœur Esther essaye de refaire sa vie. Et ce, malgré une famille qui se déchire lentement à cause des non-dits et des ombres de ce drame. De retour chez ses parents, à Binalong Bay, en Tasmanie, Esther fait la découverte du journal intime de sa sœur. Elle est troublée par les illustrations et les phrases énigmatiques que celle-ci se serait fait tatouer sur sa peau à son insu. Décidée à lever le voile sur les raisons de sa mort, Esther part pour le Danemark sur les traces d'Aura, avec pour seul guide les mythes et légendes de femmes qui ont bercé leur enfance. C'est un roman d'une grande beauté, profondément émouvant, où l'exploration sensible d'un amour sororal se mêle au courage de porter sur sa peau ce qu'on a sur le cœur. Ouh, franchement, il a l'air vraiment bien. Et donc c'est son deuxième roman à l'autrice. Ça, je savais pas, je pensais qu'elle en avait écrit d'autres, mais non, c'est vraiment son deuxième roman. Alors attendez, il va paraître le 15 mai. Un roman puissant sur la sororité et la réappropriation de soi après les drames qui peuvent marquer le corps des femmes. Ouh, ça a l'air vraiment très bien. Donc écoutez, ma foi, si pareil comme moi vous avez bien aimé Les Fleurs Sauvages, d'ailleurs je vous conseille, je sais pas si elle est encore dispo, il y a la série sur Amazon Prime de ce roman là. Donc si vous aimez un peu voilà, l'ambiance et tout, la plume aussi, je pense que vous allez peut-être aimer celui-ci. Mais il a l'air vraiment très bien, je suis très contente franchement, j'ai hâte de le lire. Et du coup on est aussi en Australie si je me trompe pas. Alors c'est assez marrant parce qu'au début des chapitres on a des coquillages comme ça. Vraiment le travail éditorial est franchement dingue. J'aime beaucoup quand dans le livre il y a ce genre de choses. Il y a tout un... voilà, j'allais dire un champ lexical, c'est le mot que je cherchais. Un champ lexical aussi de la nature à chaque fois, hein, que ce soit dans Les Fleurs Sauvages où on avait notamment les significations des fleurs, etc. Ou voire même dans celui-ci, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, parce qu'on a des coquillages, on a des plumes, on a... Voilà, cette ambiance-là, si ces thématiques-là voilà, vous tentent, franchement, je pense que ça peut vraiment vous plaire. Donc, merci beaucoup aux éditions Fayard pour l'envoi de ce roman. Ensuite, update lecture, du coup, j'ai oublié complètement de vous parler d'une lecture que j'avais abandonnée, donc je vais le faire vraiment de manière très brève. J'avais commencé Vérité et mensonge de Caz Frères aux éditions de l'Archipel, au bout de, voilà, je crois que j'ai lu 50 pages, un truc comme ça, et j'ai décidé d'abandonner ma lecture parce que j'adhère pas du tout en fait avec l'ambiance, avec la plume. Il y a un petit côté humoristique, humour anglais en fait, qui se dégage de cette lecture. Et je sais pas, ça l'a pas du tout fait pour moi, j'ai vraiment pas accroché. Pourtant l'histoire avait l'air un peu prometteuse, hein. On était sur une histoire de disparition et en fait le personnage principal s'interrogeait sur la culpabilité de son père. Ça aurait pu être chouette, mais je trouvais que c'était un peu plat. Et c'est dommage, en fait, au bout de 50 pages, de trouver que c'est plat. Donc voilà, j'ai senti que ça n'allait pas le faire, donc j'ai préféré l'abandonner. Et je voulais quand même vous en parler. Voilà, si le pitch et tout vous tente, franchement, vous pouvez y aller. C'est pas parce que moi, je n'ai pas apprécié que vous n'allez pas apprécier, bien sûr. Ensuite, j'ai terminé un roman que je vous avais présenté dans le dernier vlog, La malédiction des flores de Angelica Lopez. Ça a été difficile de le finir, franchement la période n'était pas forcément optimale pour ça aussi, mais j'ai trouvé que ça traînait un petit peu en longueur à certains moments, pourtant c'est dommage, il est court. On est sur l'histoire de deux femmes, on est au Brésil à la fois en 1918-1920 et à la fois de nos jours je crois, 2010.
2010 à Rio. Et en fait, on a un voile de dentelle qui a été fait par l'une des dentelières d'un village au Brésil dans les années 20. Eugénia, elle s'appelle, a été obligée de se marier avec l'un des notables du coin et donc en fait elle utilise des points de croix pour faire passer un message codé. Et on suit en fait la narratrice et aussi le personnage principal un peu du roman qui s'appelle Inès, qui va vouloir à tout prix aider Eugénia à s'échapper. Et donc on va découvrir un petit peu son destin. Est-ce qu'elle y arrive? Est-ce qu'elle n'y arrive pas? Telle est la question. Elles mettent en place voilà, des stratagèmes, etc. pour essayer de s'échapper. On a comme ça un petit peu il y a une espèce de malédiction qui plane sur la famille justement des Flores, donc la famille d'Inès, où à chaque fois en fait il est dit qu'il y aurait une gitane qui a lancé cette malédiction parce qu'elle avait été voilà, déçue en amour, ou je me souviens plus réellement voilà pourquoi, et les Flores seraient condamnés à du coup à ce que les hommes Flores n'apparaissent plus en fait dans la vie des femmes, donc qu'il leur arrive toujours un problème, etc. On a voilà toutes ces histoires qui sont un petit peu mêlées. Et de nos jours, justement, Alice va hériter un peu de ce voile de dentelle. C'est un voile de mariée d'ailleurs, je crois. Ah, elle dissimule dans les points de sa dentelle, mais je crois que c'est un voile de mariée. Hein. Oui, c'est ça, voile de dentelle. Et donc en fait, elle va hériter de ce voile et elle va décoder le code et un petit peu comprendre et apprendre un peu plus sur l'histoire d'Eugénia, l'histoire aussi de sa famille, avec notamment l'une de ses ancêtres. Qu'elle descend des Flores, etc. Enfin, il y a tout comme ça, des histoires un petit peu qui se recoupent. Le pitch, franchement, avait l'air hyper chouette. J'ai bien aimé justement en apprendre un peu plus sur la place de la femme au Brésil à cette époque, et puis même aujourd'hui, parce que finalement, il y a pas mal vu que ça se passe aussi de nos jours, on voit un petit peu tous les comportements encore très très machistes et misogynes des hommes au Brésil, donc ça c'était très intéressant. Mais j'ai pas trouvé que la plume avait une singularité particulière. J'ai pas eu le côté addictif et je l'ai trouvé même parfois, surtout au début, la plume très très jeunesse. Et c'est le cas hein, parce que l'autrice en fait est primée en littérature jeunesse. Donc voilà, ceci explique cela, je pense. J'ai trouvé que oui, c'était un peu trop... On était un peu trop en surface et du coup, c'était un peu dommage. J'aurais aimé, je sais pas, davantage d'immersion, davantage de travail sur les personnages. Il m'a manqué un petit truc, voilà. Donc c'est une bonne lecture, mais qui clairement va pas me marquer particulièrement, malheureusement. Ensuite, update lecture aussi sur une lecture que j'ai dévorée en 2 jours. Ça m'a fait énormément du bien. J'étais en train de regarder dans ma bibliothèque ce que je pouvais lire pour terminer un petit peu le mois d'avril. Voilà, je voulais un roman assez court que je puisse lire rapidement, etc. Parce qu'on était, je crois, le 27 ou 28 avril déjà. Et je savais pas vers quel roman me tourner et j'ai lu finalement Pour qu'elle revienne de Cynthia Kafka et j'ai adoré. J'ai trouvé cette plume vraiment très fluide, très addictive, avec une sensibilité aussi très particulière, très singulière en fait. Pour le coup, voilà, on manquait de singularité dans le livre d'avant. Là, pas du tout. Hein. La singularité, elle y est. J'ai adoré en fait aussi l'histoire. Je pense que l'histoire, c'est vraiment le point fort du récit pour moi. On suit un personnage principal qui s'appelle Margot, qui, sa mère a disparu la veille de ses 15 ans. Et elle va un petit peu comme ça essayer de retrouver sa trace parce que un jour elle tombe sur un reportage, je crois, sur la Corse et elle va en fait découvrir que le visage de sa mère est sur une peinture. Ça la bouleverse sur le coup et elle va se lancer comme ça dans une quête de vérité, une recherche, à la recherche de sa mère en fait tout simplement, qui donc a disparu, comme je vous le disais, 15 ans auparavant, à la veille de ses 15 ans à elle. Et c'était très lumineux malgré le sujet, parce que je trouve qu'il y a toujours une once d'espoir qui est distillée tout au long du roman, qui est vraiment très agréable. C'est pas du tout un roman qui est triste en soi.
Et malgré ça, je trouve que l'autrice a vraiment abordé avec une justesse très intéressante tous les aspects justement de la disparition volontaire, parce que c'est le sujet principal du roman, la disparition volontaire, et donc toutes les conséquences aussi que ça a engendré sur la famille, sur Margot, sur son père, sur sa sœur, à quel point aujourd'hui ils sont extrêmement liés justement dû à cet événement. Il y a en même temps une histoire avec son meilleur ami, donc le meilleur ami de Margot, je vous en dis pas plus. Mais voilà, très très lumineux, très très intéressant, une plume très immersive, et en même temps on voyage en Corse, ça j'ai adoré. C'est un peu le roman de l'été, d'ailleurs j'avais eu le bandeau avec le roman de votre été. Clairement oui, foncez si cet été vous cherchez comme ça une lecture un peu à lire sur la plage, là, très légère, même si les sujets sont quand même pas légers. Euh, ouais, il y a un petit côté léger, mais on tombe pas dans le trop léger à mon goût. Et je trouve que ça c'est très très chouette. Donc franchement j'ai adoré. C'est presque un coup de cœur. Pour moi il est juste peut-être un peu court, c'est pour ça que c'est pas vraiment un coup de cœur, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très très bien fait, très bien écrit. Et l'histoire de Margot était voilà, très touchante en fait. C'est aussi un personnage auquel je me suis beaucoup attachée. Donc voilà, je vous conseille à fond, à fond, à fond pour qu'elle revienne, de Cynthia Kafka. Franchement, je sais qu'il a un certain prix malgré l'épaisseur, mais il vaut le coup à mon sens. Donc voilà, franchement, très très belle découverte. J'ai fini le mois d'avril en apothéose avec ce roman. Je suis très très satisfaite de cette lecture. Autre livre terminé in extremis pour fin avril, là que j'ai fini du coup hier. C'est une lecture audio. J'essaye de passer un peu voilà, en audio les livres de ma pile à lire. Et donc j'ai lu écoutez en audio, La race des orphelins de Oscar Lalo, que j'avais rencontré d'ailleurs à la foire du livre de Brive en 2022. Et j'ai été très surprise par cette lecture parce qu'il y a un ton quand même. Là on bascule un petit peu de quelque chose de lumineux à quelque chose de pas vraiment lumineux du tout du tout. Le ton employé, il faut s'accrocher un petit peu. Il faut être surtout au niveau de l'audio, je trouve, dans un bon état d'esprit pour vouloir le lire, clairement, parce que les sujets donc abordés, comme vous pouvez le voir au niveau de la couverture, sont extrêmement difficiles, hein. Il est question des enfants issus des Lebensborn, donc des... comment on peut dire ça, voilà, des bébés blonds conçus par les maternités du Reich pour régner sur le monde. Et la race des maîtres est devenue la race des orphelins, parce qu'effectivement ils étaient conçus avec donc les meilleurs spécimens. Enfin là, voilà, il est question d'eugénisme, hein, on est d'accord là-dessus. Et je trouve qu'il y a une dimension encore plus effroyable du fait que c'est vrai. Et on suit en fait tout au long du récit, c'est un peu tourné sous forme de roman témoignage, où en fait Hildegard Müller est en fait issue a grandi dans un Lebensborn et se découvre plus tard, on découvre un petit peu sa vie et comment en fait ça l'a vraiment impacté, ça l'a vraiment façonné. Il y a pas mal de réflexions sur le monde, sur le génisme aussi, qui sont très très intéressantes. Et en fait, je m'interroge beaucoup parce que je sais pas si c'est une histoire vraie. J'ai pas trop réussi à comprendre au niveau des remerciements si c'était un vrai témoignage, en fait si c'est vraiment l'auteur du coup qui est le scribe comme c'est indiqué dans le roman de Hildegard Müller, ou si il a un petit peu enfin aussi en fait il a créé ce personnage fictif pour pouvoir justement faire passer certains messages, faire comprendre, enfin voilà, en tout cas créer le personnage principal de son roman. Voilà. C'est noté, la solitude, ça aurait été les mois passés à essayer de cerner la personnalité de mon héroïne qui ne s'en laissait pas compter. Donc j'ai l'impression que c'est une héroïne qui a été créée toute pièce, mais en fait
la manière dont c'est raconté, on a vraiment la sensation que c'est une personne qui a réellement existé. Enfin, le réalisme est assez fou en fait. Et je pense que du coup, c'est vraiment la plus-value du roman, c'est que enfin, j'ai réellement cru qu'elle existait en fait, que c'était une vraie personne. Et il y a certainement, enfin c'est même sûr, il y a des vraies personnes comme elle qui, voilà, à l'âge de 77 ans, ne savent ni lire ni écrire, qui ont été issus du coup de ces Lebensborn, qui s'interrogent, qui ont eu voilà, ça a eu des conséquences assez désastreuses sur le cours de leur vie. Donc il y a pas mal comme ça de réflexions et on comprend un petit peu de réflexions aussi un peu politiques, hein. C'est quand même un roman qui est assez engagé, je trouve, mais qui est nécessaire, qui est vraiment nécessaire pour pouvoir comprendre un petit peu bah, le degré d'horreur finalement de la politique du Troisième Reich. Franchement, foncez, et pour comprendre aussi peut-être l'idéologie nazie en fait, dans son ensemble, y comprendre les conséquences aussi, parce qu'elle parle énormément de conséquences, à savoir, elle dit très souvent, enfin dans le roman c'est dit très souvent, qu'ils ont essayé un petit peu de se dédouaner en disant non, non, on a obéi aux ordres, du coup on a détruit tous les papiers pour justement pas que les enfants issus de ces Lebensborn connaissent leur génétique, leurs parents, etc. Et en fait, on est dans ce roman vraiment sur la recherche aussi de la vérité, hein, c'est un peu tout l'objet. L'objet, voilà, c'est la description de l'idéologie nazie, de ce que c'était que les Lebensborn, des conséquences, etc. Mais il y a aussi cette notion de quête de vérité, recherche des origines, qui hante vraiment Hildegard Müller, donc le personnage principal. Elle s'interroge énormément sur cette notion d'orphelin, de recherche de ses parents, etc. pour pouvoir en fait s'ancrer, pour pouvoir se comprendre et avancer. Et du coup, c'était vraiment, vraiment bien fait. Mais le ton, voilà, est très particulier. Au début, j'ai été vraiment déroutée. Je m'attendais pas à ça. Je savais que ça allait être un livre difficile. Mais on est, enfin, par exemple, typiquement, pour vous expliquer, on est sur des petits paragraphes comme ça qui sont qui peuvent être parfois assez violents, hein, en termes de vocabulaire employé, de ton. En fait, c'est plutôt le ton qui est vraiment violent. Et donc, je sais pas si je vous le conseille à l'audio, parce que bah, moi j'ai dû vraiment m'accrocher à l'audio. Mais par contre, voilà, à l'écrit, il faut peut-être prendre le temps justement de le lire petit à petit, vu que ce sont que ça, c'est des petits paragraphes, c'est des pensées en fait d'Hildegard Müller qu'elle fait écrire à son scribe. Mais voilà, je pense quand même que c'est un personnage fictif. Enfin, je m'interroge, parce que j'ai vraiment cru que c'était une vraie personne. Comme j'ai vraiment cru à un témoignage, c'est vraiment écrit sous forme de témoignage et nécessaire. Franchement bouleversant, assez difficile et pour moi nécessaire. Donc je vous le conseille. Mais âme sensible, ça peut se tenir en gros, même si on n'est pas sur de l'ordre de l'horreur sanglante. On est quand même sur des thématiques qui peuvent être un petit peu compliquées à entendre ou à lire. Et j'ai mis un marque-page en fait ici, parce que je trouvais qu'il y avait une phrase qui m'inspirait un peu. C'est noté, la phrase en question: à la banalité du mal répond parfois la singularité du bien. J'aime bien. Et il y a pas mal de notions, voilà, qui sont... le mal était devenu banal. Je suis née dans et de cette atmosphère de banalité-là. Voilà donc pour mes 4 lectures, les 4 lectures dont je voulais vous parler, qui sont en fait un peu les 4 derniers livres que j'ai pu lire. Et je suis dans une nouvelle lecture qui est une lecture du coup réception que je vous avais montré il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du tome 2 de Los Intocables de Amar Lune. J'ai commencé, donc j'en suis au chapitre 4, voilà, page 63 sur 500 et des patates. Je vais m'y replonger là. Je trouve ce tome bien plus dynamique que le premier tome.
On est toujours un peu dans l'univers des cartels de drogue au Mexique, à Ciudad Juárez, et on est clairement dans un enfer. Hein. De toute façon, la couverture parle d'elle-même, hein. C'est du rouge sang et c'est très violent. C'est un peu... il a été estampillé comme étant thriller sentimental, donc voilà, ça vous laisse un peu une idée, parce qu'effectivement, il y a une histoire un peu entre Mira, qui est prisonnière de ce clan, elle a été mariée de force à Eduardo, qui est le chef de clan, et de Los Intocables donc. Et donc un peu il y a une espèce d'attirance comme ça, une espèce d'histoire entre eux, sans trop rentrer dans les détails. Mais ce qui est vachement chouette je trouve, c'est qu'on est bien plus centré sur l'histoire des clans et l'histoire des différentes trahisons, complots, etc. que vraiment l'histoire d'Eduardo et Mira. C'est un peu en... Je dirais pas que c'est en second plan non plus, mais voilà, on a ces deux aspects-là. Et du coup c'est très chouette parce que ça faisait longtemps, j'avoue que la dernière fois que j'ai eu comme ça un peu une espèce d'addiction pour cette histoire de clan et en même temps de romance machin, c'était les McCoy. Donc ça, ce n'est pas à la hauteur des McCoy, on est d'accord. Mais c'est quand même très intéressant, très chouette. Donc j'aime beaucoup, hein. La plume est toujours très fluide, très addictive. Donc voilà, j'aime bien. Je suis en tout cas en pleine lecture de ce livre et ce sera donc ma première lecture du mois de mai. Voilà, j'arrête ma longue séquence par ici et je vous retrouve plus tard pour vous faire un update lecture. Hello, je vous reprends, nous sommes aujourd'hui lundi 6 mai et je vous reprends parce que j'ai beaucoup de choses qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres ce week-end et je suis très contente, c'est des chouettes réceptions. Donc c'est parti, il y a 2 romans, on va commencer par les 2 romans des éditions Charleston. Le premier, franchement... il me tentait énormément, c'est pour ça que je l'ai demandé au catalogue. Il s'agit de Où l'amour demeure de Sarah Winman. C'est un roman historique qui se déroule en Italie dans les années 40, en plein, voilà, 44, en pleine Seconde Guerre mondiale. Et on va suivre, il me semble, ces histoires un peu, voilà, une histoire d'amour forcément, où on va suivre dans la campagne toscane Ulysse Temper, un jeune soldat anglais qui va faire la connaissance d'Evelyn, une célèbre historienne de l'art qui parcourt le pays pour sauver les œuvres des décombres. Dans la cave à vin en ruine d'une somptueuse villa, au milieu des débris et des bouteilles de vin, naît une amitié qui va profondément marquer le jeune homme. La guerre terminée, Ulysse rentre à Londres et retourne à sa vie d'avant. Si Ulysse est donc heureux de retrouver ses proches, sa femme, son meilleur ami et un fameux pub, il n'a jamais oublié ni le temps passé en Italie, ni son amie Evelyn. Aussi, lorsqu'il reçoit un héritage inattendu, Ulysse sait qu'il doit suivre son destin et retourner en Toscane, là où tout a commencé. En plus, cette couverture, franchement, je la trouve vraiment, vraiment très très belle. J'adore, avec les citrons, etc. Alors je pense que du coup, ça doit être une américaine qui a écrit ça ou une anglaise, je ne sais pas. Royaume-Uni, voilà, parce que du coup c'est Ulysse avec un S, donc je pense que c'est Ulysses de façon anglaise. Donc je sais pas si dans ma tête, quand je vais le lire, je vais dire Ulysse ou Ulysses. Je ne sais pas trop. Mais effectivement, c'est un gros pavé, hein. Les romans historiques, souvent quand même, en général, ils sont assez volumineux. Mais j'aime beaucoup parce que ouais, j'aime beaucoup ces périodes-là. Et le fait que ça se passe en Toscane, ça peut être vraiment très chouette. J'ai pas beaucoup lu de romans qui se déroulaient en Italie à cette période. Donc très contente de ma réception. Merci infiniment aux éditions Charleston. Il est déjà paru, je crois. Hein. Je crois qu'il est sorti le 2 mai ou le 5 mai. Donc déjà paru au moment où vous regarderez cette vidéo. Et l'autre roman que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps, il s'agit d'une réédition en fait d'un livre de Marie Varey, je vais y arriver, Ma vie, mon ex et autres calamités,
qui tombe effectivement pile poil pour moi. Et en fait, très jolie réédition. Tous les Marie Vareille sont... Je vais y arriver, décidément, c'est dur à dire. Tous les Marie Vareille sont réédités au format poche et donc on avait le choix de tous les recevoir là dans le catalogue. Mais bon, je me suis dit que j'allais quand même être raisonnable et prendre du coup un de ceux que je n'avais pas lu. Donc il y a celui-ci que je n'ai pas lu, que j'ai vraiment envie de découvrir. Je trouve que la couve est vraiment très chouette pour l'été, parfaite. En tout cas pour cette saison. Et il y en a un autre que je n'ai pas lu, je crois que c'est Je peux très bien me passer de toi. Ouais, que je n'ai pas. Que je n'ai pas lu et que je n'ai pas non plus. Donc voilà, et là on va suivre Juliette qui a un amoureux, un job, un appartement, 31 paires de chaussures. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Du jour au lendemain, elle va se retrouver célibataire, chômeuse, sans logement. Une série de quiproquos rocambolesques la contraint à affronter sa plus grande terreur, l'avion, et à s'envoler pour les Maldives à la poursuite de son ex et de sa mystérieuse nouvelle copine. Évidemment, là non plus, rien ne se passe comme prévu. Enfin bref, un vrai feel good, je pense, qui sera parfait pour l'été. Donc j'ai trop hâte de le lire. En plus, je connais vraiment le talent de conteuse de l'autrice, donc nickel. Nickel. J'étais très contente aussi de cette réception. Et ensuite, j'ai eu 2 autres réceptions qui me sont arrivées complètement ouvertes. C'est-à-dire que voilà, tout va bien. Visiblement, ça n'a pas intéressé le facteur parce que, bon, après les enveloppes étaient quand même très simples, mais elles sont arrivées comme ça, les livres sont arrivés quand même en bon état, donc ça c'est cool. Le premier, alors là par contre je me souviens plus du tout si je l'ai demandé, je ne sais pas. J'ai reçu donc L'Idole de Vincent Delarue, qui est un roman, il me semble, qui va paraître lors de la rentrée littéraire. Je regarde parce que je ne sais plus. Parution, exact, c'est la rentrée littéraire. Donc parution le 22 août, je ne vais pas le lire effectivement de suite. Donc c'est un roman sur les idoles, comme son titre et sa couverture l'indiquent. De quoi sont faites nos idoles? De feuilles d'or et d'argent ou de chair et de sang? 1988, après 23 années de carrière à fouler les plus prestigieuses scènes du monde, la grande Séraphine, reine incontestée de la variété française, est lasse. Son époux vient de se suicider, tout comme son amie Dalida un an auparavant. Son impresario ne voit en elle qu'une poule aux œufs d'or. Son public, au fil des concerts, la dévore. À 47 ans, l'idole fatigue. Son désir, en finir. Les plus grandes icônes ne sont-elles pas celles qui s'éclipsent à leur apogée? Armée d'une bouteille de whisky, Séraphine s'apprête à baisser le rideau. Quelques verres plus tard, elle perd connaissance, puis se réveille dans un sous-sol inconnu. Face à elle se dresse un homme, fervent admirateur ou malfrat. L'homme est en tout cas des plus inquiétants. Commence alors un séjour sous terre qui pourrait faire voler l'existence de la diva en éclats. Voilà du coup pour ce roman de la rentrée littéraire dont je vous parlerai effectivement un peu avant sa sortie. Pourquoi pas, il est franchement relativement court et ça peut être intéressant à voir. Il fait moins de 200 pages. Donc voilà, merci aux éditions de l'Archipel pour l'envoi de ce roman. Et le deuxième, celui-là je me souviens l'avoir demandé au catalogue. Il me tentait énormément, je suis trop contente du coup de cette réception. Hop, évidemment, comme d'habitude, ouvert. Il s'agit de La Croisière de Catherine Cooper, qui est un roman, voilà, l'autrice du Chalet. Le Chalet me tentait aussi énormément. Et apparemment, il a bien marché, le Chalet. Donc La Croisière, une destination de rêve, un paquebot de luxe, une disparition mystérieuse. J'adore quand c'est dans des huis clos, que ce soit à la montagne ou sur un bateau. Je trouve que ça ajoute une ambiance toute particulière. Donc je suis trop contente de cette réception, franchement merci beaucoup. On est donc sur un paquebot de luxe qui sillonne la mer des Caraïbes jusqu'à ce que Lola, la danseuse vedette, se volatilise sans laisser de traces. Quelques jours plus tard, c'est au tour d'un technicien de maintenance de disparaître. Est-ce que cette croisière est maudite? Telle est la question. Huis clos étouffant. Les membres de l'équipage ont tous quelque chose à cacher, mais l'un d'eux est monté à bord pour se venger. On est clairement voilà, sur un huis clos en pleine mer et ça c'est plutôt très chouette. Alors quand est-ce qu'il paraît? Il paraît le 16 mai, donc je sais pas du tout si vous allez avoir la vidéo avant ou pas. Il me tarde aussi celui-là de le lire, pareil, peut-être pas pour de suite mais
trop bien. Donc trop contente de cette réception. Merci beaucoup aux éditions de l'Archipel. Et je voulais vous faire du coup un mini update lecture parce que je suis toujours dans le tome 2 des Los Intocables, donc de Amar Lune, que j'aime beaucoup et que je préfère nettement au premier tome. Je trouve que les personnages sont plus aboutis. Après, je pense que c'est aussi le fait d'avoir lu le premier tome, on a l'impression qu'ils sont plus aboutis, mais en fait, voilà, c'est juste une suite, donc peut-être qu'on s'est déjà attaché à eux et ça roule tout seul, vous voyez ce que je veux dire, sur le deuxième tome. J'ai lu 142 pages, donc voilà, j'ai lu un quart à peu près du roman. Là, je vais le continuer et franchement, très chouette découverte que cette saga. Je trouve qu'effectivement ce deuxième tome est bien plus rythmé que le premier tome, du moins le rythme est pour l'instant au bout de 140 pages à peu près équivalent. Enfin je veux dire, il n'y a pas de chute de tension ou de différence de rythme ou de longueur particulière, enfin ça qui est hyper chouette pour l'instant. Et ouais, personnage un peu plus abouti et peut-être un peu plus de, je sais pas, au niveau de l'histoire, plus de rebondissements et de tensions et de choses un peu waouh qui se profilent à l'horizon également. Donc voilà, très rapide update lecture, mais je suis très contente d'avoir cette saga qui se passe donc dans un cartel au Mexique. C'est assez cool de voir finalement les jeux de pouvoir et de voir que je pense qu'elle s'est vraiment inspirée de faits réels. Ça ajoute une dimension un peu particulière aussi au récit. Donc voilà, je vais vous faire mon update lecture très rapide. Et également, je vais vous dire que j'essaye de renouer aussi avec ma liseuse. Parce que là, je vais partir, donc je pense que vous n'aurez pas cette vidéo tout de suite, ça va mettre un peu de temps. Mais je vais partir pour le week-end là de 5 jours, donc de l'Ascension. Je vais partir dans le sud et c'est vrai que je vais pas emmener de livres, enfin franchement, voilà, je serai assez chargée comme ça. Et donc ma Kindle est chargée depuis. Et en fait, si vous voulez, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais avec NetGalley, vous avez des livres en service presse numérique gratuit. Donc franchement, n'hésitez pas, je suis pas du tout payée ou quoi pour vous dire ça. Voilà, c'est juste que j'en profite parce que là, j'avais ma liseuse à côté et du coup, j'avais vraiment envie de vous en parler, vous dire que franchement, là, il y a peut-être, d'ailleurs, bientôt, faudrait surveiller, je pense au mois de juin ou juillet, va y avoir les titres de la rentrée littéraire, donc d'août, qui vont arriver. Franchement foncez. Et j'ai notamment fait une super découverte là sur NetGalley récemment. C'est le tome 3 de La Cité. La Cité de Feu en fait de Kate Moss. Alors c'était intitulé La Cité parce qu'effectivement le tome 1 c'est La Cité de Feu, le tome 2 c'est La Cité de larmes ou des larmes, je me souviens plus. Et donc là va y avoir le tome 3 qui va paraître dans pas très longtemps, je crois qu'il paraît je me demande si c'est pas le 16 ou le 20 mai, je me souviens plus, qui s'intitule donc La Cité des Mers et je l'ai du coup eu grâce à NetGalley. Je suis trop contente. Ça c'est top. Franchement merci beaucoup du coup aux éditions Sonatine pour l'envoi de ce service presse numérique. J'ai tellement hâte, là il est là. J'ai tellement hâte de le lire, j'ai envie de tout arrêter pour le lire. C'est une chouette saga historique. Si vous ne connaissez pas, du coup, je vous mets la couverture juste ici. La Cité de Feu de Kate Moss, où on suit Minou et Piet. Je me souviens encore voilà, de leurs noms, de leurs histoires et tout, tellement ça m'a marqué. Donc La Cité de Feu était parue, comme je le vois là, en 2020 aux éditions Sonatine, donc en 2021 je pense au format poche. Et ensuite La Cité de Larmes, également aux éditions Sonatine. Et franchement, trop bien. On est au 16e siècle, si je me trompe pas. Fin 15e, début 16e, je crois, dans le premier tome, La Cité de Feu. Et franchement, pépite que cette saga historique. Désolée si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver. Donc là, vraiment, j'ai trop hâte de le lire. Il a l'air incroyable. Voilà, je voulais juste vous faire passer l'info, si jamais... Voilà, vous avez
l'information. Il suffit juste d'avoir une liseuse, un compte NetGalley, c'est gratuit au niveau de l'inscription et vous pouvez du coup faire directement vos demandes sur le site. Après, sur les attributions, je sais pas trop comment ils fonctionnent, mais en général, c'est quand même des e-books, donc c'est beaucoup plus facile en fait pour les maisons d'édition de vous les donner voilà, gratuitement que effectivement d'envoyer un livre en papier, vous vous en doutez. Et le plaisir de lecture, franchement, parfois je trouve que en fait, malgré le support, c'est le même. C'est vrai que je me rends compte que j'ai eu des coups de cœur, que ce soit avec des livres papier comme avec des, justement, récemment, il y a un mois et demi, avec notamment le dernier Philippe Besson que j'avais lu sur e-book, que j'avais pas du tout en papier. J'ai également eu un coup de cœur avec un livre audio, ce sont Les Trois épouses de Blake Nelson, je vous en avais aussi parlé. Enfin, ouais, franchement, je me rends compte que le support de lecture, finalement, ça ne fait pas la qualité d'un livre et ça ne l'altère pas. Après, voilà, c'est peut-être mon ressenti personnel aussi. C'est pas comme ça avec tous les livres. J'ai pas des coups de cœur tout le temps, loin de là. Je suis assez même difficile en coup de cœur. Mais du coup, c'est une petite interrogation que je me fais là. Est-ce que vous aussi, le support de lecture, c'est quelque chose qui ne vous dérange pas pour apprécier le livre, ou alors au contraire, c'est quelque chose qui vous dérange vraiment, vous êtes vraiment par exemple attaché au papier, ou alors vraiment, je sais pas moi, juste au e-book, parce que je sais que voilà, ça a un format quand même très pratique, et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui peuvent lire sur liseuse, donc voilà, petite interrogation, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire parce que je serais curieuse de le savoir, ça m'interroge un petit peu cette affaire. Voilà, ben moi sur ce, je vais me remettre à ma lecture de Los Intocables, que je n'aurai pas le temps de finir avant de partir en week-end prolongé, mais c'est pas grave, il m'attendra sagement à son retour. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi 15 mai et j'ai plein de trucs à vous dire. Vous avez vu le week-end dernier, c'était un week-end prolongé. J'ai eu 2 jours donc de travail et j'ai pu prendre mon vendredi pour avoir le pont de l'Ascension et c'était trop cool parce que je suis partie dans le sud-est, donc du côté du golfe de Saint-Tropez, enfin Draguignan, et également le golfe de Saint-Tropez. C'était vraiment très très chouette, ça m'a fait énormément de bien. J'avais vraiment besoin, je pense, d'une bulle d'air comme ça, de partir et surtout juste de profiter, d'avoir des vacances enfin. Ça m'a fait voilà, un bien incroyable, un bien fou. Et puis aussi d'avoir le soleil, parce que clairement ces derniers temps c'est vraiment pas ça niveau météo, même si là il y a des éclaircies. Bref, je suis pas là pour vous parler météo, mes lectures bien sûr. J'ai emmené ma liseuse qui est donc ici parce que je me voyais pas emmener mon livre, je vous en parlerai après. Mais du coup je suis en pleine lecture de Los Intocables, le tome 2, ça je sais plus si je vous l'avais dit ou pas. Et pendant ce week-end prolongé, évidemment il était hors de question de prendre un gros bouquin. Je trouve ça vraiment pas pratique en fait pour partir comme ça en voyage, etc. Donc le retour de la Kindle et j'ai dévoré un livre, voilà, ce week-end, parce que j'ai eu beaucoup de temps, on est parti en avion, etc. Et donc j'ai donc lu La Jurée de Claire Géano, paru du coup aux éditions HarperCollins l'année dernière et paru récemment je crois au format poche.
Je ne l'ai pas donc en physique en fait, je l'ai pris en version e-book. Tout simplement parce que en fait le résumé m'a vachement hypée et aussi je vois l'autrice pas plus tard que demain. Elle fait une conférence en fait à l'École nationale de magistrature de Bordeaux et je me suis dit bah c'est dommage de ne pas avoir lu son livre avant. J'y vais avec Flora du compte Mon Prochain Livre, donc sur Instagram, que vous devez peut-être connaître, qui du coup l'a lu bien avant moi, ou enfin une semaine, 2 semaines avant moi, qui a beaucoup aimé ce bouquin. Elle m'a dit ouais vraiment il est trop bien. Et je me suis laissée tenter et franchement j'ai également beaucoup aimé. J'ai vraiment trouvé qu'il était percutant, c'est un peu le mot. C'est un roman, donc comme son titre l'indique, qui va parler d'une jurée. Je vous laisse l'image ici pour pas tenir la tablette tout le long. Mais on suit en fait l'expérience, l'histoire d'une jurée aux assises qui s'appelle Anna Zeller, je crois. Il y a un truc avec son nom de famille, c'est pour ça que c'est important de le préciser. Et elle va donc être auditionnée au début, puis ensuite sélectionnée voilà, pour être jurée aux assises. Elle va devoir juger une affaire d'empoisonnement où en fait on va suivre tout le procès. Clairement, dans ce roman, on va suivre le procès et notamment bah, les deux principaux accusés qui est en couple, un couple de jeunes trentenaires je crois, qui sont soupçonnés d'avoir empoisonné la grande-tante de monsieur. Et en fait, on revient vraiment sur c'est très précis, donc c'est très intéressant aussi, parce qu'on voit vraiment le système judiciaire français également dans ce roman. Et j'ai beaucoup aimé en fait justement avoir tout le long cette semaine, parce qu'il me semble que c'est 4 ou 5 jours, enfin une semaine quasiment complète de procès, et on s'attelle vraiment à détailler la vie du couple, les motifs en fait tout simplement. On voit les avocats qui également font leur plaidoirie, on entend aussi les accusés. Les témoins, enfin vraiment c'est très précis et très détaillé, mais ça, il n'y a pas de longueur en fait. Moi j'avais peur vraiment au début quand j'ai compris que une partie du récit c'était justement le détail du procès, etc. Je me suis dit oulala, on va s'ennuyer parce que ça va pas du tout être palpitant ou passionnant. Et en fait pas du tout, j'étais complètement en immersion totale, et je pense que c'est la plume de l'autrice et sa manière aussi de traiter le sujet à travers les yeux du personnage principal d'Anna, parce que la narration est à la première personne du singulier. Et on est embarqué comme ça dans ce procès, et on sent dès le début et on nous le dit je crois dès le début, que Anna a un lourd passé. Alors on connaît pas au début son passé, mais on se rend compte que voilà, pareil, c'est un rapport avec un fait divers. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais elle a un rapport avec un fait divers marquant, qui m'a rappelé un fait divers d'ailleurs existant, qui a réellement eu lieu. Et puis après quand j'ai lu les remerciements de l'autrice, voilà, j'avais raison sur l'identité en gros de ce fait divers. Mais j'ai trouvé que l'immersion était encore plus importante, parce que forcément quand on est souvent marqué, je pense, par certains grands faits divers voilà, qui défrayent un peu les chroniques et qui sont qui sont vraiment terribles, très tragiques, etc. Et en fait, ce fameux procès, cette affaire d'empoisonnement, Anna va le vivre forcément d'une certaine manière, due à ce passé. Et elle, pendant tout le long du procès, on est bien sûr à la recherche de la vérité. Est-ce qu'ils sont coupables ou pas? On veut absolument que la vérité éclate au grand jour. Mais ça fait comme ça un petit peu miroir avec enfin, pas totalement, mais un petit peu quand même avec l'histoire d'Anna, son passé, et justement la recherche de la vérité aussi de son côté, sans vous en dire plus. Et donc je m'arrête là au niveau du pitch, mais franchement j'ai trouvé que le roman était donc très très bien traité. Il n'y a pas de longueur, on s'ennuie pas du tout, une seule seconde. Et je trouve qu'effectivement d'avoir l'histoire d'Anna et son passé, ses liens familiaux assez compliqués qu'elle a, parce qu'on rentre dans le détail aussi des liens familiaux du couple avec cette grande tante, etc. En parallèle, on a la famille d'Anna. Ça apporte vraiment une dimension supplémentaire un peu plus immersive au récit.
et ça ne crée pas de longueur parce que du coup on alterne un petit peu. Un coup c'est le procès, un coup donc elle rentre chez elle et là elle est confrontée à son passé. Le lendemain, bim, c'est encore le procès, il y a encore des questions nouvelles qui surviennent et bim, on revient chez elle et on suit un petit peu son histoire. J'ai trouvé que c'était voilà, très immersif, très addictif, très prenant. La plume est vraiment fluide. Très, le dynamisme voilà, du récit est là, est présent et c'était chouette. Il m'a juste, franchement, pour que ce soit un coup de cœur, j'aurais aimé une fin différente. J'ai trouvé que la fin était trop facile. Ouais, je sais, c'est pas très sympa, mais c'est vrai, j'ai trouvé que la fin était beaucoup trop facile. Voilà, donc trop simpliste en fait à mon goût. Trop bisounours entre guillemets si vous voulez, sans trop rentrer dans les détails, mais ouais, je sais pas, j'aurais aimé une autre fin, mais c'est de mon goût personnel, voilà. Ça n'empêche pas que ce roman est vraiment bien écrit et bien fait. Et voilà, très très belle découverte pour moi sur la jurée. Et donc j'ai hâte d'en savoir plus demain avec cette fameuse conférence. Je pense que ça va être hyper intéressant. Donc voilà, et au niveau histoire, enfin je reprends du coup ma lecture pardon, de Lost in Tocables, le tome 2, où j'en suis à un peu plus de la moitié. Euh, ouais, j'en suis à un peu plus de la moitié, et j'aime bien aussi. J'aime beaucoup beaucoup, je préfère au tome 1, mais c'est juste que j'ai vraiment pas le temps en ce moment de le lire. Mais sinon j'aime bien, franchement j'aime bien, ça n'a rien à voir, ce n'est absolument pas le même genre littéraire. On est vraiment là sur quelque chose de très violent parce qu'on est au sein des cartels mexicains, je crois que je vous l'avais déjà dit, cartels de drogue, où on suit du coup Mira qui est une jeune fille au début un peu perdue, qui se retrouve un peu prise au piège, etc. Et là dans ce tome 2 elle va vraiment se révéler. Et on est un peu sur une thématique quand même de dark romance, donc elle va révéler sa part sombre, machin, enfin voilà. C'est un peu un petit plaisir coupable, on va dire ça comme ça. Mais la narration est plutôt intéressante. La plume est quand même bien travaillée, je trouve, et ça change des romances que j'ai pu lire où la plume est moins travaillée. Et voilà, l'ambiance très dark, très très sombre. Donc voilà, au niveau de mon update lecture. Connais qui ont des cours d'assises, je leur demande d'aller voir à la grève, d'aller voir si ils peuvent me faire une photo pour m'indiquer quels sont les prochains procès. Et puis parfois j'appelle aussi moi-même et je cherche et j'établis comme ça une sorte de carte de France de tous les procès qui peuvent m'intéresser, sachant que je mets de côté tout de suite un certain nombre de procès en me disant que je ne voulais pas aller voir de procès de viol, d'inceste, de pédophilie, de féminicide, de terrorisme, enfin la liste est assez longue. Hello, aujourd'hui nous sommes vendredi et je viens clôturer ce vlog. On est vendredi 17 mai si je ne me trompe pas. Et hier, vous avez pu le voir, j'ai été donc à une conférence organisée par la librairie Mola à l'École nationale de la magistrature de Bordeaux sur donc le roman dont je vous ai parlé juste avant, La jurée de Claire Géano. Donc il y avait l'autrice et il y avait également un président, enfin il a été anciennement président de cour d'assises, mais je pense que c'était un magistrat. Je crois d'ailleurs qu'actuellement Jérôme Ars est président du tribunal de Saintes. Et c'était très très intéressant d'avoir son intervention aussi pour un petit peu le système juridique français et dans le détail, etc. Et en même temps d'avoir forcément l'autrice qui parle de son roman, qui parle des coulisses de son roman, etc. C'était aussi très très chouette. Donc j'étais accompagnée de Flora du compte Mon Prochain Livre. Et toutes les deux, on a passé un super moment. Voilà, la conférence a duré quand même 1h30, donc on était très contente aussi d'avoir eu un échange après à la fin avec l'autrice.
qui a fait une petite séance de dédicace et moi en tout cas j'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'en ai appris un peu plus et comme j'avais lu le livre très récemment, à savoir la semaine dernière, franchement tout était encore frais dans ma tête et à chaque fois il y avait certaines personnes qui faisaient des allusions à certains passages du récit, il y avait des questions du public et tout et je voyais très bien, j'avais encore voilà, en tête vraiment tous les détails donc c'était vraiment très intéressant à ce niveau-là. Voilà, je voulais vous faire un petit retour et conclure ce vlog parce que je pense qu'il aura été suffisamment long. Donc je m'arrête ici, j'espère qu'il vous a plu. J'essaye de revenir petit à petit sur YouTube, voilà, c'est juste qu'en ce moment j'ai moins l'envie, mais j'essaye de vous le faire. Ce week-end je tourne ma vidéo sortie littéraire pour je pense le mois d'avril et de mai parce que mars ça commence à dater là, donc voilà, avril-mai et on repart sur une bonne dynamique, je l'espère. Merci en tout cas d'avoir regardé jusqu'ici, je vous souhaite une belle soirée, une bonne journée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo et je vous dis à bientôt, bye bye.